Le vampire, créature mythique et légendaire, effrayant l'histoire depuis des siècles. Cette origine est étroitement liée aussi à une peur irascible depuis des années, celle des revenants. Le vampire serait doté de transformations physiques, telles une chauve-souris. Il est aussi buveur de sang, doté d'une force surhumaine et d'une rapidité extraordinaire. Vous l'aurez compris, le vampire n'est pas simplement qu'une créature mythique, mais c'est aussi une créature terrifiante et surpuissante. Entamons donc ce voyage mystérieux dans les ténèbres obscures du mythe du vampire. Né le 25 février en 1672 à Ménil-la-Horgne, en Lorraine, et mort le 25 octobre 1657 à Sénonne, Augustin Calmette, de son père maréchal Ferrand, deviendra un érudit bibliste renommé et bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Idulphe. C'est dans cette continuité de ses études que Calmette va recueillir bon nombre de témoignages glaçants provenant de l'Europe de l'Est et va sans attendre écrire les dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie. Oui, c'est très long. Marquant ainsi l'un des premiers écrits les plus célèbres sur la présence de vampires dans le monde. L'étude de cas de Calmette, ou l'auteur lui-même, reconnaît complètement que ses travaux pourraient faire l'objet de moqueries, puisqu'effectivement, pour un académicien, ou pour un historien, ou encore même un érudit, avoir l'esprit cartésien est fondamental. Bien que la religion soit très présente à cette époque, cela n'empêchait pas d'avoir des potentiels doutes sur une réelle présence surnaturelle, telle que le vampire. Cependant, Calmette affirmera que les témoignages qu'il a recueillis était parfaitement cohérent, enfin selon lui, bien sûr. En effet, dans cette étude, Calmette recueillera un bon nombre de témoignages. Ces témoignages prétendront que certains morts revenaient sur Terre, pouvaient même marcher ou même jusqu'à parler, et dans le pire des cas pouvaient user de pouvoir ou jusqu'à sucer le sang des hommes. Pour Calmette, ce n'était pas simplement qu'une coïncidence, tous ces témoignages paraissaient cohérents et se rassemblaient entre elles. Mais un témoignage va faire la différence, de Johann Flukinger. Alors qui est Johann Flukinger ? Johann Flukinger est un chirurgien australien militaire. Il apportera lors d'un rapport de médecin, nommé le Visum et Repertum en 1732, qu'Arnold Paul, un fameux soldat autrichien, reviendra de sa guerre contre l'Empire ottoman et affirmera qu'il a été touché, voire même maudit, par un vampire. Ayant entendu dire à plusieurs reprises que dans le village de Medwegia, en Serbie, les soi-disant vampires faisaient mourir un grand nombre de personnes en leur suçant le sang, j'ai reçu l'ordre et la mission du commandement supérieur de Sa Majesté de faire la lumière sur cette question et d'enquêter avec l'appui d'officiers. Notre examen des faits se fit par devant le capitaine de la compagnie des éduques. Il y a environ 5 ans, un éduc du pays nommé Arnold Paul se brisa le cou en tombant d'une charrette de foin. Le dit Arnold Paul aurait raconté à plusieurs reprises au cours des années précédentes avoir été victime d'un vampire près de Kassawa dans la Perse turque. C'est pourquoi il aurait lui-même mangé de la terre dans la tombe d'un vampire, se serait frotté du sang de celui-ci, afin, comme il est courant, de se libérer de son action maléfique. Petit B, il poussa un grand cri et une forte quantité du sang jaillit de son corps. On brûla celui-ci le jour même et les cendres furent jetées dans le tombeau. Et les gens prétendent là-bas que tous ceux qui sont victimes d'un vampire en mourant le deviennent à leur tour. C'est pourquoi il fut décidé d'exécuter de la même manière les 4 corps cités ci-dessus. L'affaire ne s'arrêta pas là car on était persuadé que le dit Arnold Paul avait attaqué non seulement des gens, mais aussi du bétail. Pour Calmette, cette histoire
ne pouvait pas être une simple coïncidence, comme il l'avait affirmé au début. Bien qu'elle soit poignante et terrifiante, ce ne sera pas la seule histoire qui sera accordée à Calmette. Certains disent aussi qu'un fameux Peter Plogovic, à Kissiljevo, deviendra également un vampire, celui-là même qui sera aussi un soldat autrichien. Le point commun entre les deux est que naturellement ce sont des soldats qui ont combattu contre l'Empire ottoman. Alors, Calmette se pose des questions. Et il se dit peut-être que rapporter tous ces faits dans l'étude de cas pourrait être enfin une preuve que les vampires existent. Ainsi, de ces deux hommes naquit un mythe, une légende, mais aussi une peur qui devient de plus en plus irrationnelle, celle d'un suceur de sang, le fameux vampire. Et bien qu'à l'époque de l'Antiquité, celle des Grecs, le Vrikolakas, qui était aussi un monstre connu pour sucer le sang de ses victimes et revenir d'entre les morts, cette nouvelle peur vint aussi s'engrainer dans l'entièreté de l'Europe, d'abord de l'Est, puis ensuite de l'Ouest. Et pendant 2 siècles, cette peur deviendra omniprésente. Mais alors, que voyaient les gens pour admettre à une telle crainte ? Quand les villageois avaient un doute sur le cadavre d'un autre villageois, ils avaient tendance à l'exhumer et à vérifier l'intérieur de la sépulture. On pouvait y remarquer que le corps était souvent intact, que les ongles avaient poussé, que du sang frais recouvrait le cercueil, qu'un liquide s'apparentant à du sang s'écoulait de la bouche. C'est avec ces informations que les villageois décidèrent d'enfoncer un pieu dans le défunt, espérant retrouver une certaine sérénité. Pour remédier à ces problèmes, pour remédier à la peur qui s'était installée en Europe, les villageois avaient des façons de faire somme toute radicales. Certains mettaient une brique dans la bouche des défunts afin que celui-ci ne pouvait mordre son linceul. D'autres villageois enterraient le corps à l'envers pour éviter qu'il ne puisse se relever. D'autres villageois, ou dans d'autres villages ou villes, certains défunts, pour ceux qui étaient en doute, étaient retournés, enterrés à l'envers, pour éviter qu'ils ne se retournent et puissent dévorer également son linceul. Et enfin, probablement l'action la plus efficace et la plus utilisée de l'époque, c'était le fameux pieu dans le cœur. Ainsi, et très rapidement, de ces événements et de cette coutume qui se différenciait entre villages, cette peur devint également un mythe, une légende, sur laquelle se reposaient énormément de convictions religieuses, la plupart du temps. Cette peur se transforma aussi en une sorte d'information, comme une traînée de poudre qui alla de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, jusque dans le monde entier. Et c'est au XVIe siècle et au XVIIe siècle que les gens se rendront compte rapidement que ce mythe était aussi une peur quasi réelle. Mais bien que l'Europe soit touchée par cet effroi, les années passèrent et rapidement cette légende se transforma en histoire, en une sorte de conte de fées. Mais c'est grâce à 3 auteurs que l'histoire du vampire va regagner de la notoriété. C'est avec William Polidori qui installe la première marche avec son livre Vampire en 1819, reprenant ainsi le folklore de l'Europe de l'Est et romancé afin de permettre de créer la fondation d'une superstition, aujourd'hui encore mythique et toujours à l'affiche. C'est ensuite à Joseph Sheridan de reprendre le flambeau, avec la création de son livre romantique nommé Carmilla, désuet et présentant l'homosexualité féminine par une bannière funeste et macabre. Et enfin, Bram Stoker et son célèbre conte, celui de Dracula.
c'est avec Dracula qu'en effet, la légende, le mythe du vampire, va devenir une base d'interprétation culturelle pour le monde entier. En effet, Dracula repose sur une histoire bien plus sombre et bien plus réelle. On va parler maintenant de Vladislav III. C'est au XVe siècle que les souverains catholiques de Hongrie s'opposèrent aux Turcs, ceux-là même qui prenaient de plus en plus d'espace dans la région. C'est avec cette pression que les Turcs cherchaient à obtenir l'aide des voïvodes en utilisant leurs fils. Tout commence avec Vlad II de la famille des Bassarabes et fils de Mircera Ier l'Ancien, un puissant et influent voïvode. Alors que Vlad II espérait occuper le trône, cette place lui fut subtilisée par Alexander Aldea. C'est en 1431, alors que Vlad II était connu pour sa grande foi envers la chrétienté, qu'il fut admis à un ordre fondé par Sigismund de Luxembourg. Cet ordre s'appellera l'Ordre du Dragon et en était composé de 24 nobles puissants dont l'objectif était d'arrêter l'expansion ottomane en Europe. À l'issue de la création de cet ordre, Vlad II prit le nom de Dracul, qui signifia dragon. Et ainsi son fils, Vlad III, celui qui nous intéresse dans cette histoire, sera surnommé le fils du dragon. Ou devrais-je dire, Dracula. Alors, qui était Dracula ou de son vrai nom, Vlad III ? C'était, sans nul doute, un homme violent sans foi ni loi et d'une brutalité sans pareille. Sa haine des minorités le rendait d'une extrême cruauté. Par exemple, selon certains témoignages, il aurait enfermé des vagabonds et des mendiants pendant un banquet et les aurait brûlés vifs. Ou pire encore, l'exécution de masse des proches des boyards, cela même qui lui permit son ascension au pouvoir en vainquant en combat singulier un autre Vladislav en 1456. Rapidement, la principauté de Valachie n'était plus dirigée par une noblesse provenant d'anciennes traditions, mais bien d'une sorte de dictature permettant aux fameux élus, préalablement choisis par Vlad III, de l'accompagner dans l'exercice de son pouvoir. Ainsi, Vlad III avait la main mise sur absolument tout son gouvernement. Malgré toutes ces horreurs, ce n'était que la surface de l'iceberg. Vlad III ne s'arrêta pas là. On estime aujourd'hui que Vlad a assassiné pas moins de 40 000 personnes directement ou indirectement, selon un rapport de l'ancien pape Pie II en 1462. Plus tard, certains, des Hongrois et des Saxons de Transylvanie, prétendront au trône, ce qui sera vite perçu comme une menace par Vlad III. Dan III, demi-frère de Dracula, et Bassarab sont les prétendants. Et quand Vlad III l'apprendra, la cruauté n'était pas si loin d'apparaître. C'est dans une ville saxonne que le massacre du fameux Empaleur commença. Apprenant que la ville soutenait Dan III, il fit empaler pas moins de 30 000 personnes, dînant au milieu de la scène macabre qu'offraient ces empalements. Ainsi, Vlad III fut nommé l'Empaleur. Bien que Vlad III fût élevé par les Perses, sa haine viscérale pour l'Empire ottoman fit de lui un véritable persécuteur et un soldat impitoyable, se vantant d'avoir même coupé 24 000 têtes auprès de Mathias Corvin, fils du roi d'Hongrie, ou encore d'avoir cloué des turbans des ambassadeurs turcs sur leur tête pour un simple manque de salut. Mais bien que la cruauté de Vlad III empêcha l'Empire ottoman d'avancer en Valachie, l'argent se faisait rare et la guerre devenait impossible à maintenir pour Vlad III.
forçant son plus fidèle allié, Mathias Corvin, à négocier une trêve avec le sultan. C'est ainsi que fut emprisonné Vlad pendant près de 12 ans. C'est Étienne III de Moldavie, cousin de Vlad, qui permit la libération de Vlad, mais ne lui permet pas d'accéder au trône, celui-ci étant désormais pris par Bassarab, l'un des anciens prétendants au trône. Cependant, Mathias, le plus fidèle ami de Vlad, l'aida à chasser Bassarab en novembre 1476, mais son règne fut de courte durée. En décembre 1476, Vladislav III décédera de ses blessures lors d'une bataille contre les Turcs menée par Bassarab. Sa tête fut envoyée à Constantinople et exhibée aux yeux de tous. Ainsi se termine l'histoire du véritable Dracula, sur lequel s'inspirera Bram Stoker pour écrire le conte Dracula. Mais maintenant que nous avons vu ce qu'était le vampire, son origine, les créatures ou les personnages ayant pu interpréter cette légende, qu'en est-il du vampire de l'époque contemporaine ? Bien que la légende du vampire perdit en notoriété, sembla s'affaiblir au fil du temps, de par le fait que la déclaration du pape Benoît XIV estimant que cette histoire n'était que superstition et supercherie. Et tout cela va reprendre de plus belle avec la fameuse histoire célèbre de la panique d'Highgate en Angleterre, ou plus précisément dans la ville de Londres dans les années 60, qui va redonner du pouvoir à la notoriété de la légende du vampire. C'est Sean Manchester qui, dans les années 1960, est président de la British Occult Society, qui affirmera avoir vu un vampire dans le fameux cimetière d'Highgate à Londres. Alors, est-ce que ce témoignage est réel ? Cette information va vite se transformer en un véritable cauchemar pour les habitants aux alentours. Bien que cette déclaration semble incohérente aux yeux des journalistes, certains, par curiosité, vont décider de recouper certains témoignages au fil des années. Et en effet, quelque chose se passait dans le cimetière d'Highgate. Quelque chose ou quelqu'un rôdait dans le cimetière d'Highgate. Un homme grand, au teint pâle, avec des crocs immenses et des yeux fort brillants. Nul ne sait réellement qui était à l'œuvre de cette panique. Alors, cette silhouette, voguant entre les sépultures du cimetière d'Highgate, va vite devenir virale. En effet, les journaux vont s'approprier cette information et beaucoup de jeunes vont décider d'y aller. Que ce soit le soir ou en pleine journée, certains feront des pratiques occultes. Alors, somme toute, assez correctes, bien sûr, mais avec des planches de Ouija et autres, afin de faire apparaître ce fameux vampire d'Highgate. Déjà par le passé, Highgate avait déjà une notoriété, une certaine réputation pour être hanté. C'est d'ailleurs en 1970, 10 ans après les premiers faits, et après la panique qui s'installait autour de ce cimetière, qu'un journal décida d'aller exorciser le cimetière. Malheureusement, elle ne se fera pas. Et tout doucement, cette légende s'estompa. Certains disaient que c'était une superstition et d'autres y croient encore dur comme fer. Y a-t-il vraiment un vampire au cimetière d'Highgate ? Personne ne le sait. À l'époque contemporaine, le vampire était devenu une légende. Et très vite, la médecine légale a permis une avancée considérable sur la prise en charge des maladies, qui n'était à l'époque pas possible de guérir ou au mieux d'atténuer les symptômes. C'est d'ailleurs souvent à cause des maladies qu'on a au vampire d'en être l'une des causes. On peut ainsi dire que la maladie, la croyance religieuse et la méconnaissance de la médecine pouvaient avoir un impact sur le mythe du vampire, et cette peur irrationnelle. L'avancée de la médecine à l'heure actuelle a permis de mettre en lumière les réelles causes de décomposition d'un cadavre.
Par exemple, selon la fraîcheur et l'humidité de la Terre en Europe de l'Est, permettant de rendre le corps intact pendant 3 à 4 jours, que certains fluides corporels pouvaient encore s'évacuer du corps humain et le bruit de respiration lors d'une attaque au pieu pouvait être l'air entreposé encore dans les poumons. Mais alors, si les vampires foulaient bel et bien notre monde, comment nous pourrions nous en défendre? De quelles aptitudes sont-ils dotés réellement? Voyons cela tout de suite. Quelles sont les aptitudes réelles d'un vampire? Bien que l'on pourrait se fier aux mythes et aux différents témoignages au cours des nombreuses années ayant permis de nourrir cette légende, nous pourrions simplement résumer que le vampire est une créature gigantesquement puissante. Non seulement car sa stature lui permet d'avoir une rapidité extraordinaire, mais également d'avoir une force surhumaine. Tout d'abord, si vous chassiez le vampire, quel serait son territoire? Certains disent que le vampire s'adapte à son monde plutôt difficilement, et bien qu'il soit immortel tant qu'il puisse avaler du sang, humain la plupart du temps, cela lui permettrait aussi de vivre en harmonie dans le monde moderne, ou alors peut-être d'être reclus, comme pourrait le penser Bram Stoker, et peut-être même vivre dans un château, comme celui de Château de Transylvanie. Le vampire peut également être doté d'une capacité à voir dans la nuit, ou encore de se transformer. Et on associe souvent cette transformation du vampire à la fameuse chauve-souris. Son territoire au vampire serait donc celui du cimetière, et plus précisément celui d'un cercueil, sur lequel il pourrait y s'abriter le temps que le soleil puisse disparaître. Alors est-ce que le soleil est vraiment un point faible? En réalité, ce sont les films hollywoodiens qui ont voulu faire naître cette fameuse superstition qu'est le vampire à ne pas supporter le soleil. En réalité, il ne la supporte pas, mais peut très bien y vivre sous. Rien ne l'en empêche. Et rien ne pourrait l'empêcher même de mourir sous la lumière vive du soleil. Alors comment remarque-t-on la présence d'un vampire? La plupart du temps, nous allons faire une inspection des lieux, en fonction du nombre de bétail qui est décédé, ou encore des marques que pourraient retrouver certaines de ces bêtes autour du cou, ou peut-être dans l'abdomen. Et ensuite, nous pourrions aussi déterminer si certaines des victimes humaines sont directement ou étroitement liées à un vampire. Dans certaines contrées, comme celui de Valachie à l'époque, on associait certainement un rituel afin de pouvoir permettre au vampire de ne pas être présent. En effet, pour savoir s'il était exactement là, on utilisait un jeune enfant, vierge, ainsi qu'un étalon, vierge, souvent de couleur noire. Celui-ci était monté par l'enfant. Si jamais l'étalon était proche d'un cimetière ou d'une tombe douteuse, alors si l'étalon ou le jeune enfant avait des comportements anormaux, alors dans ce cas-là, on pouvait supposer que le vampire était bien présent. La transformation du vampire est souvent associée à celle du chauve-souris. Mais on oublie souvent que le vampire, c'est surtout une transformation physique qu'il peut faire comme étant un loup, un ours ou un cerf par exemple. Et on appelle ça la thériomorphie. Alors quelles sont les mesures de défense appropriées contre un vampire? C'est Abraham Van Helsing, le personnage fictif de Bram Stoker dans le livre Dracula, qui nous permet de comprendre que certaines mesures de défense permettraient d'éloigner ou même de détruire un vampire. Les moyens naturels sont assez connus, comme par exemple la fleur d'ail, et pas la gousse d'ail, comme Hollywood voudrait le faire penser, l'aubépine, le rosier sauvage, ou encore la verveine. Certains autres éléments pourraient permettre de reconnaître ou d'identifier un vampire, ou même de le chasser, comme un miroir sur lequel un vampire ne pourrait pas voir son reflet, car il est effectivement déjà décédé et il est revenu d'entre les morts. Ou alors, un crucifix, même de l'eau bénite, permettrait de le chasser ou même de le brûler. Dans certains folklores, le vampire serait assez ancien et assez puissant pour résister à ce genre de mécanisme de défense. On dit aussi que le vampire serait capable de ne pas entrer chez les gens sans y avoir été invité. Effectivement, la plupart du temps, dans le mythe du vampire, on considère que celui-ci ne pourrait entrer chez quelqu'un que si seulement le propriétaire ne lui a pas expressément, ouvertement, dit d'entrer chez lui. Et enfin, j'oublie peut-être l'essentiel. Comme dans le film Van Helsing par exemple,
on considère que celui-ci est sensible à l'argent, ou peut-être à la lumière du soleil. Est-ce que c'est vraiment le cas? Tout dépend des traditions. Voilà, vous en savez davantage sur le mythe du vampire. J'espère que vos nuits seront légères et que vos nuits soient douces. Car en effet, dans la nuit rôde peut-être la créature qui chercherait absolument à vous attaquer. Peut-être était-ce le vampire, peut-être était-ce autre chose. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez face à un vampire ?